Le Conseil des ministres décide des mesures sociales suite à l'augmentation du prix des hydrocarbures consécutifs à la crise au Moyen-Orient. Ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire pour l'année 2025-2026. Le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local participe par visioconférence aux travaux de la 43e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Une fois n'est pas coutume, nous vous livrons le communiqué final du Conseil des ministres près de 24 heures après sa publication, à l'issue de sa réunion hier mardi, sous la présidence du président de la République, Mohamed El Cheikh Ghazouani. Le Conseil a examiné et adopté les projets de texte suivants. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de la Facilité africaine de soutien juridique. La Facilité africaine de soutien juridique a pour objectif de fournir aux pays africains des services et conseils juridiques dans leurs différends avec les créanciers, ainsi qu'une assistance technique destinée à renforcer leur capacité de négociation dans les domaines liés à la gestion de la dette, aux contrats relatifs aux ressources naturelles et aux industries extractives, aux accords d'investissement ainsi qu'aux transactions commerciales complexes. La facilité œuvre également à mobiliser des expertises juridiques spécialisées et à mettre à disposition des ressources financières afin de soutenir les États africains dans les procédures contentieuses ou les processus de négociation. Elle prévoit en outre l'organisation de programmes de formation au profit des conseillers juridiques des États membres, ainsi que la mise en place de bases de données juridiques permettant de tirer parti de la jurisprudence relative aux litiges impliquant des États souverains. Projet de loi autorisant la ratification de la Convention de transport international de personnes, de marchandises et au transit routier entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signé à Nouakchott le 14 septembre 2022. Cette convention s'inscrit dans le cadre des relations fraternelles et historiques privilégiées entre la République islamique de Mauritanie et la République algérienne démocratique et populaire. Elle traduit leur volonté commune de renforcer la coopération bilatérale et de développer les échanges économiques et commerciaux, notamment dans le domaine du transport routier, qui constitue un levier essentiel de l'intégration régionale. Cette convention, signée le 14 septembre 2022, a pour objectif principal d'organiser et de faciliter le transport des personnes et des marchandises entre les deux pays et à travers leur territoire. Elle établit un cadre juridique harmonisé et transparent régissant cette activité, garantissant la fluidité du transit, encourageant les opérateurs économiques et assurant le respect des normes de sécurité et de sûreté. Projet de décret modifiant le décret 2026-008 du 15 janvier 2026, abrogeant et remplaçant le décret numéro 2012-128 du 22 mai 2012, modifié par le décret numéro 2014-067 du 27 mai 2014, fixant les éléments constitutifs de la structure des prix des produits pétroliers liquides. Le présent décret vise à rendre les composantes de la structure des prix des produits pétroliers liquides plus flexibles, en adéquation avec les exigences du contexte international et en anticipation par rapport aux évolutions susceptibles d'avoir des impacts négatifs sur ces produits essentiels. Dans ce cadre, des hausses limitées et maîtrisées ont été adoptées
ne reflétant qu'une part réduite des augmentations enregistrées sur les marchés internationaux, l'État ayant pris en charge une part importante du coût réel dans le souci de préserver le pouvoir d'achat des citoyens, en application des instructions de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, un ensemble de mesures d'accompagnement a été mis en place au profit des couches les plus vulnérables à travers les programmes de protection sociale afin d'atténuer les effets de cette conjoncture sur les populations les plus nécessiteuses. L'État réaffirme son engagement constant à se tenir aux côtés des citoyens et à agir dans un esprit de responsabilité et de solidarité. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à la wilaya du Trarza, Muqata'a de Kermessein, au profit de la société FSGM. Grâce à cette concession de terre, l'entreprise souhaite créer une exploitation agricole moderne à forte capacité de production dans une zone à vocation agricole. Le projet consiste en l'aménagement et la mise en valeur agricole de 730 hectares destinés à la production de cultures maraîchères et à la culture de blé irrigué. Ce projet prévoit la mise en place d'infrastructures agricoles adaptées, incluant notamment des systèmes d'irrigation, des équipements de production et des installations nécessaires à l'exploitation durable du site. Il contribuera à satisfaire les besoins du marché national en légumes et en blé et créera des emplois directs et indirects pour la population locale. Le coût total du projet est estimé à 60 millions d'euros. Le ministre de la Justice, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur par intérim, a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur, de la promotion de la décentralisation et du développement local, chargé de la décentralisation et du développement local, a présenté une communication relative au projet de valorisation des déchets solides de la ville de Nouakchott. Cette communication vise à définir une approche permettant de mobiliser une expertise technique spécialisée, d'attirer des investissements structurés et d'assurer la pérennité et le développement de ce projet qui représente une opportunité stratégique de transformer les contraintes sanitaires et environnementaux en ressources économiques. Ce projet contribuera à l'amélioration durable de la salubrité urbaine de la ville de Nouakchott et à réduire la pression sur le centre d'enfouissement technique. Pour consolider cette approche, les mesures suivantes ont été recommandées. Autoriser le recours aux procédures du partenariat public-privé. Instruire les ministères concernés par une mise en œuvre rapide et coordonnée. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Premier ministère, Observatoire national des droits des femmes et de la fille, membre du Conseil national d'orientation, Aïssata Kane, représentante du Premier ministère en remplacement de Hadjatou Sghayr, ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, cabinet du ministre, chargé de mission, Sidi Mohamed Cheikh Ahmed, professeur. Administration centrale, direction de l'orientation islamique, directeur adjoint Sidi Wilbab, titulaire d'un master en gestion. Les décisions du Conseil des ministres ont été commentées par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, et ses collègues des Affaires économiques et du Développement et du Pétrole et de l'Énergie, lors du point de presse hebdomadaire tenu exceptionnellement tard dans la soirée d'hier. Fatima Tadé revient sur les grands axes de cette conférence de presse.
Prenant la parole, le ministre des Affaires économiques a tenu à informer l'opinion publique sur les répercussions de la crise au Moyen-Orient sur l'économie mondiale et nationale. Il a évoqué une situation exceptionnelle comparable à celle de 1913, marquée par une forte hausse des prix du pétrole avec des risques de récession et d'inflation. Il a rappelé qu'un comité de suivi a été mis en place dès le début de la crise pour anticiper ses impacts tout en assurant que la Mauritanie dispose d'une marge budgétaire et financière lui permettant de faire face. Le ministre a également détaillé les mesures prises. Les prix du carburant enregistrent une hausse de 10% pour le gasoil, désormais à 563 ouguiyas, et de 15,3% pour l'essence qui atteint près de 590 ouguiyas. Malgré cette augmentation, l'État continue de subventionner fortement les produits énergétiques. En parallèle, des mesures sociales importantes ont été annoncées. Le salaire minimum est relevé à 50 000 ouguiyas, plus de 124 000 familles vulnérables bénéficieront d'une aide de 30 000 ouguiyas chacune. Les agents publics, civils et militaires, dont les salaires sont inférieurs à 130 000 ouguiyas, recevront également une prime exceptionnelle de 45 000 ouguiyas. De son côté, le ministre de l'Énergie a souligné les importantes fluctuations du marché international au cours des dernières semaines. Il a précisé que l'ensemble de la chaîne pétrolière est affecté. Il a détaillé les niveaux de subventions appliqués par l'État, notamment sur le gaz domestique et les carburants, tout en confirmant que le prix de l'électricité restera inchangé. L'occasion pour le porte-parole du gouvernement d'indiquer que le Conseil des ministres a examiné et adopté plusieurs projets de loi, décrets et communications. Parmi les points abordés figurent notamment la ratification de l'accord de facilité africaine de soutien juridique, la révision de la structure des prix des produits pétroliers ainsi que la mise en place des mesures d'accompagnement en faveur des populations vulnérables en période de crise. Le porte-parole du gouvernement a assuré que la hausse des prix du carburant en Mauritanie reste limitée à environ 10%, contre 35 à 40% dans certains pays de la sous-région. Il a insisté sur le fait que ces augmentations n'auront pas d'impact sur les prix du transport ni sur ceux des produits de première nécessité grâce à des contrôles renforcés. Il a également annoncé plusieurs mesures de rationalisation dont la limitation de la circulation des véhicules entre minuit et 5 heures du matin en milieu urbain, la réduction des émissions à l'étranger et une meilleure gestion de la consommation énergétique dans les services publics. Enfin, le gouvernement a réaffirmé sa volonté de lutter contre la contrebande des produits subventionnés et appelle à la compréhension, à la solidarité et à la responsabilité des citoyens pour faire face à cette conjoncture internationale exceptionnelle. La rentrée parlementaire a débuté ce mercredi avec l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale pour l'année 2025-2026, après 2 mois de vacances. L'occasion pour le président de la Chambre, le député Mohamed Bamba Meguet, de prononcer un discours dont je vous invite à écouter la traduction intégrale avec Mohamed Emile Bakar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Messieurs les ministres, collègues députés, mesdames, messieurs, après 2 mois d'intercession, vous voilà de retour à cette auguste chambre enrichie d'une expérience précieuse, celle du contact direct avec nos concitoyens. En effet, vous avez écouté leurs voix, ressenti leurs attentes, partagé leurs inquiétudes et recueilli leurs espoirs. Honorables députés, vous êtes aujourd'hui les dépositaires d'une parole vivante, celle d'un peuple qui, dans toute sa diversité, regarde vers nous avec exigence, mais aussi avec une grande confiance. Notre Assemblée est plus qu'un simple espace, elle constitue un vaste lieu d'espoir, un espace pour la démocratie, un espace destiné au débat, un vaste espace dédié à une nation qui avance à grands pas vers un avenir meilleur. En fait, c'est ici que nos idées se confrontent, sans se heurter, que nos divergences s'expriment sans se diviser et que les convictions s'élèvent au service d'un seul idéal, l'intérêt supérieur de la République islamique de Mauritanie. Honorables députés, notre session se tient au moment où le monde traverse une période marquée par l'incertitude. En effet, les conflits qui ravagent certaines régions, notamment la guerre au Moyen-Orient, nous rappellent avec force à quel point la paix est fragile et combien la stabilité internationale est précieuse. Même si nous sommes géographiquement éloignés de ces tensions, les répercussions se font sentir sur notre économie, sur nos équilibres sociaux, voire sur nos perspectives d'avenir.
Face à ces réalités, notre responsabilité est immense. Elle exige de nous lucidité, cohésion et sens de l'engagement. Dans ce contexte, nous devons soutenir les efforts louables déployés par les plus hautes autorités du pays afin de préserver notre nation des risques liés aux répercussions de ces bouleversements. Mesdames, Messieurs les députés, je voudrais saisir cette occasion pour saluer les efforts inlassables déployés par son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Ghazouani, dont l'engagement indéfectible à consolider les fondements de la bonne gouvernance, à renforcer l'état de droit et à encourager le dialogue et la concertation avec toutes les forces vives de la nation trace une voie claire, rassurante et sûre. Il nous appartient, majorité comme opposition, de nous inscrire pleinement dans cette dynamique. Car au-delà de nos sensibilités politiques, au-delà de nos divergences légitimes, nous partageons une responsabilité commune, celle de servir la nation, de préserver son unité et de répondre aux aspirations de notre peuple. Et nous devons, que nous soyons au pouvoir ou dans l'opposition, nous engager activement dans cette dynamique. En effet, au-delà de nos sensibilités politiques et de nos divergences légitimes, nous partageons une responsabilité commune, celle de servir la nation, préserver son unité et répondre aux aspirations de notre peuple. Il incombe à la majorité d'agir de manière responsable, dans un esprit d'écoute et d'ouverture. Il incombe à l'opposition d'exercer un contrôle rigoureux, dans le respect et à travers la formulation de propositions concrètes. Et il nous incombe à tous, ensemble, de construire, d'élaborer des lois équitables, de mettre en place des politiques efficaces, d'instaurer une confiance durable entre les institutions et les citoyens. Honorables députés, cette session doit être l'occasion d'un nouvel élan. Un élan vers plus d'efficacité, vers plus de justice, vers une plus grande cohésion nationale. Que nos débats soient à la hauteur de nos attentes, que nos décisions soient à la hauteur des défis et que nos engagements soient dignes de la confiance qui nous a été accordée. Au bout du compte, il y a un horizon vers lequel nous tendons, celui d'une Mauritanie unie, apaisée et résolument tournée vers le progrès. Chers collègues, la Knesset israélienne a récemment adopté en 3 lectures la loi sur l'exécution des prisonniers palestiniens. Ignorant ainsi toutes les lois et conventions internationales, s'obstinant à perpétuer la discrimination raciale à l'égard des Palestiniens et suscitant une vive controverse au sein de la communauté internationale des droits de l'homme. C'est l'occasion pour moi d'exprimer en votre nom à tous notre condamnation et notre vive indignation face à cet acte honteux. Chers collègues députés, sur ces mots, je déclare ouverte la 2e session parlementaire ordinaire de l'année 2025-2026, conformément à l'article 52 nouveau de la Constitution et aux articles 54 et 55 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Je vous souhaite plein succès dans les tâches qui vous attendent. Je vous remercie. On reste à l'Assemblée nationale où l'ensemble des députés ont organisé ce soir un sit-in pour condamner le projet de loi promulgué par la Knesset, le Parlement israélien, en 3 lectures destinées à exécuter les familles palestiniennes. Les députés ont fustigé cette loi abominable qui est en contradiction avec les textes et les conventions internationales et contribue à l'ancrage du racisme à l'endroit du peuple palestinien exercé par les autorités d'occupation contre le peuple palestinien. Le président du groupe parlementaire du parti INSAV a affirmé que l'ensemble des parlementaires ont été condamnés à l'unanimité, cet acte abominable. L'actualité est marquée également ce mercredi par les travaux d'un atelier consacré au lancement du projet d'amélioration de la formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. L'atelier est organisé par le ministère de la formation professionnelle, de l'artisanat et des métiers en collaboration avec le ministère des Affaires économiques et du développement et vise à renforcer l'employabilité des jeunes et à développer leurs compétences professionnelles. Récit de Bokar Bailaba. L'objectif de l'atelier est d'examiner et adopter la structure organisationnelle proposée pour la mise en œuvre du projet, garantissant ainsi une coordination efficace entre les différentes parties prenantes. Autre objectif,
présenté un aperçu complet des objectifs, de la stratégie et des principales composants du projet. Et à cette occasion, le ministre de la Formation professionnelle de l'artisanat et des métiers, Mohamed Merah Eyi, a souligné que la formation professionnelle occupe une place centrale dans les objectifs du développement durable, notamment le 4e objectif relatif à la garantie d'une éducation de qualité inclusive et équitable et le 8e objectif relatif à la promotion du travail décent et au soutien de la croissance économique. Il a souligné que le secteur avait connu des réformes qualitatives, notamment le renforcement du système de formation alternée, le recrutement de formateurs qualifiés, la révision du système de formation des formateurs, ainsi que l'adoption d'un référentiel national de qualité conforme aux normes internationales et la création de l'Agence nationale pour la formation technique et professionnelle, ce qui améliore la gouvernance du secteur. Il a expliqué que son projet mis en œuvre en partenariat avec la Banque islamique de développement comprend la création d'un pôle de formation professionnelle dans la Muqata de Darnaïm et d'une école de formation professionnelle à Elmina, en plus de la préparation et de la mise à jour de dizaines de programmes de formation et de la formation des formateurs. Autre allocution, c'est celle prononcée par le président de l'Union nationale du patronat mauritanien, Mohamed Zine El Abidine Ould Cheikh Ahmed, qui a déclaré que le secteur privé est un partenaire clé dans la mise en œuvre de ce projet, car il est le principal bénéficiaire des résultats de la formation. Il a plaidé pour l'implication des employeurs dans la gestion des établissements de formation et le développement de programmes. Le chef de l'équipe de projet d'infrastructure économique du bureau régional de la Banque islamique de développement en Rabat, Mohamed El Asta, s'est lui aussi exprimé. Il a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre du renforcement et de la finalisation des efforts conjoints entre le gouvernement mauritanien et le groupe de la Banque islamique de développement visant à soutenir le processus de développement économique et social, notamment dans le domaine du développement du capital humain et l'amélioration des perspectives d'emploi des jeunes. Pour rappel, les interventions du groupe de la Banque islamique de développement en Mauritanie sont réparties entre le financement de projets, le soutien au secteur privé, le financement du commerce, en plus de la couverture d'assurance pour les transactions commerciales. Autre formation, celle entamée hier par le ministère de la Justice en collaboration avec le projet de soutien au secteur de la justice aux juges, avocats et greffiers. La formation organisée en collaboration avec le projet de soutien au secteur de la justice vise à améliorer la performance du système judiciaire et à renforcer son efficacité. Récit de Hafsalo. Dans un contexte marqué par les exigences croissantes de modernisation de la justice, les professionnels du secteur sont appelés à renforcer leurs compétences pour mieux répondre aux attentes des citoyens. C'est dans ce cadre que le ministère de la Justice a lancé à Nouakchott-Ouest un programme de formation continue destiné aux juges, avocats et greffiers afin d'améliorer la performance du système judiciaire. Dans son allocution, le ministre de la Justice a souligné que la réforme du secteur ne se limite pas à des ajustements techniques, mais constitue un choix institutionnel fondamental, conditionnant la capacité de l'État à faire respecter la loi, à protéger les droits et libertés, à garantir la stabilité sociale. Il a indiqué qu'une justice efficace et équitable, fondée sur la confiance des citoyens, contribue à renforcer l'autorité de l'État et la crédibilité de ses institutions. Le ministre a rappelé que le développement du système judiciaire figure parmi les priorités du programme du président de la République et constitue un axe central de l'action gouvernementale. Ce programme de formation, composé de 15 modules, bénéficiera à près de 300 professionnels du secteur. Il repose sur une approche combinant expertise nationale et internationale afin de répondre aux besoins concrets des praticiens et aux spécificités du système juridique national. De son côté, le directeur général de l'Institut supérieur de la magistrature a expliqué que la formation continue s'impose désormais comme une nécessité face aux évolutions rapides du domaine juridique. Le conseiller principal de l'ambassade de France a déclaré : Cet atelier témoigne de la concrétisation du partenariat fructueux entre la Mauritanie et la France dans le secteur de la justice, dont je tiens aujourd'hui à saluer la vitalité.
Ce dynamisme a en effet permis l'éclosion de nombreuses activités, comme l'illustre notamment le démarrage de la prestation d'assistante technique d'Expertise France auprès du ministère de la Justice en janvier 2026. Cette coopération, fondée sur la confiance et le dialogue, continuera d'accompagner les transformations en cours et à venir au service d'un système justiciaire plus efficace et plus accessible. Une initiative qui traduit la volonté des autorités de bâtir une justice plus efficace au service du citoyen et de l'état de droit. Nous refermons ce journal par la participation par visioconférence du ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local aux travaux de la 43e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Mohamed Ahmed Mohamed Lemine a prononcé une allocution dans laquelle il a réitéré la condamnation ferme de notre pays à l'égard des agressions dont font actuellement l'objet certains pays arabes, soulignant son attachement à ses positions constantes en faveur de la sécurité arabe commune. Il a également réaffirmé la position inébranlable de la Mauritanie sur la question palestinienne, son soutien au droit du peuple palestinien à établir son État indépendant dans les frontières de 1967, conformément aux résolutions internationales, ainsi que sa condamnation des agressions israéliennes dont est victime le peuple palestinien sans défense. Le ministre a souligné que le phénomène de l'immigration clandestine constituait un défi croissant pour la sécurité arabe, en particulier pour la Mauritanie, compte tenu de sa situation géographique relativement proche de l'Europe. Il a précisé que le pays accueillait des centaines de milliers de réfugiés, notamment en provenance des zones frontalières, en proie à des tensions où quelques 110 000 réfugiés maliens vivent depuis plus de 15 ans dans le camp mauritanien de Mbre, auquel s'ajoutent près de 300 000 réfugiés hors du camp, ce qui exerce une pression considérable sur les ressources et les services de base. Sur ce s'achève notre édition. Je vous en rappelle les principales informations. Le Conseil des ministres décide des mesures sociales suite à l'augmentation du prix des hydrocarbures consécutif à la crise au Moyen-Orient. Ouverture de la deuxième session parlementaire ordinaire pour l'année 2025-2026. Et le ministre de l'Intérieur, de la décentralisation et du développement local participe par visioconférence aux travaux de la 43e session du Conseil des ministres arabes de l'Intérieur. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.